Province de Siem Reap, au nord-ouest du Cambodge. Une équipe d'archéologues arrive à Gbal Spin, un des sites khmers les plus mythiques du pays. La rivière est parsemée de centaines de galets qu'on appelle des lingas. En coulant entre ces symboles phalliques, l'eau devait assurer la fertilité des terres et la prospérité éternelle du royaume khmer. Sur des centaines de mètres, chaque rocher illustre une histoire, le site raconte une légende. C'est là que le Cambodge serait né. Ashley Thompson vit sur place depuis une dizaine d'années. L'art et la langue khmer n'ont plus de secret pour cette jeune américaine. Faire l'inventaire du patrimoine, analyser les fresques, décrypter les inscriptions, c'est la spécialité d'Ashley et de ses collègues cambodgiens. Mais aujourd'hui, c'est la consternation. D'autres spécialistes les ont à nouveau précédés. C'était là quand tu étais là le mois d'avril, c'est ça? Bien sûr, c'était là en mois d'avril, mais maintenant, tu vois, c'est fou. Ça fait 3 ou 4 mois, c'est parti. À coups de burin, de perceuses et de marteaux-piqueurs, ce que des hommes ont mis des siècles à sculpter, des pillards l'ont mutilé en quelques heures. Le découpage de ce bas-relief est déjà bien entamé. Dans quelques jours peut-être, cette œuvre d'art est condamnée à disparaître. Là, c'est les restes de bougies. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent la nuit dans cet endroit-là. Il n'y a pas de village près de la cascade. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui montent la nuit et visiblement, c'est pour le pillage. L'étude du sacré attendra. Face au pillard, l'urgence oblige à un inventaire des dégradations. On pense par exemple contacter la presse étrangère et la presse nationale pour publier les photos qu'on a prises là tout à l'heure, pour prévenir que ce vol va avoir lieu si on ne fait pas quelque chose. On peut essayer de faire beaucoup de bruit, mais on ne peut pas envoyer des gardiens ici sur le site en permanence. Un lieu reculé, mais pas un cas isolé. La rivière aux 1000 lingas a attiré les pillards, mais leur cible privilégiée demeure les temples khmers. Plus d'1 millier ont été recensés sur ce territoire, 3 fois plus petit que celui de la France. Un des plus fabuleux patrimoines de l'humanité, héritage de 4 siècles de civilisation khmer, un empire vieux de 1000 ans, dominant l'Asie du Sud-Est pendant plusieurs centaines d'années, et dont les vestiges constituent une aubaine pour un trafic généralisé. Là, on voit bien la technique, c'est qu'on utilise un burin pour laver la tête. Et là, c'est une réussite, la tête est partie intacte. C'est un pillage continu. Là, ça montre aussi que là, c'était il y a des années déjà. Là, c'était en 1998. Ce qu'on vient de voir à l'ouest, c'était il y a un mois. Un trafic qui prend racine dans l'histoire récente du Cambodge. 30 ans de conflit, guerre du Vietnam, arrivée des Khmers rouges au pouvoir en 1975, qui impose un régime de terreur pendant 4 ans. L'invasion des troupes vietnamiennes, puis la guerre civile, encore. Plus de 2 millions de morts et de disparus, des centaines de milliers de réfugiés. Aujourd'hui, le pays commence à se reconstruire. Exang, il vit une autre tragédie, la dilapidation de son patrimoine artistique. L'art khmer intéresse les pays occidentaux.
Une aubaine pour certains Cambodgiens. Dans un pays où le revenu moyen par habitant ne dépasse pas 100 francs par mois, leurs pierres sacrées valent de l'or. Le Cambodge est un des pays les plus pauvres du monde, mais il possède un trésor, l'Arc-Mer. Van Molivan s'occupe de l'aménagement du site d'Angkor. Ce spécialiste explique précisément comment ce trafic a débuté. Les principaux pillages commencent réellement avec l'arrivée des Nations Unies, avec l'arrivée de l'UNTAC sur la frontière. On a pu constater que les camions qui retournaient de l'intérieur du pays vers l'extérieur, vers les frontières pour reprendre les réfugiés, contenaient des objets d'art. Malgré un manque criant de moyens, les autorités cambodgiennes tentent de réagir. Pour protéger le site le plus prestigieux et le plus visité, la cité royale d'Angkor, domaine des dieux, une force de police spéciale a été créée avec l'aide de la France, la police du patrimoine. 420 hommes et des patrouilles mobiles chargées de la surveillance et de la protection d'une zone énorme, 400 km² de temples et de monuments, 4 fois la superficie de Paris. Si elle empêche peu les pillages, faute d'effectifs et de moyens suffisants, la police du patrimoine parvient parfois à retrouver les pillards et les pièces volées. Témoin de cette relative efficacité, ce hangar. Malgré son aspect, c'est un des plus beaux musées du monde, le musée des œuvres récupérées, la plus grande collection d'Arc-Mer existant. À Londres, Paris, New York ou Tokyo, ces œuvres se négocient dans les galeries ou les arrière-boutiques entre plusieurs dizaines et plusieurs centaines de milliers de francs. Par crainte des pillards, une partie de ces objets ont été démontés puis enlevés des temples, trouvant leur place parmi des milliers de statues mutilées, défigurées, amputées. Pour retrouver la piste des pillards, il faut s'éloigner de quelques kilomètres. Dans les campagnes, tout le monde sait, policiers et pillards vivent souvent dans le même village. Comment l'avez-vous arrêté? Il a gagné beaucoup d'argent en vendant la statue et il n'a pas pu s'empêcher de le dépenser sans penser à se cacher. C'est à partir de cet indice que vous avez pu l'arrêter? Oui, d'ailleurs, il habite dans une zone particulièrement surveillée à cause des vols. Et à chaque fois qu'un vol est commis, on est sûr qu'il y a aussi un intermédiaire dans le coup. Nous avons un mandat d'arrêt contre un de ces intermédiaires, mais nous ne l'avons pas encore trouvé. La statue que vous avez trouvée, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Vous avez vendu cette statue? Je l'ai donnée à quelqu'un. Pourquoi avez-vous décidé de la vendre? Je ne peux pas répondre. Le villageois a dit qu'il avait vendu les objets pour 6 000 francs, mais l'intermédiaire a nié. Que faire s'il n'y a pas de preuves? Quand il était en prison, il a utilisé tout cet argent pour être libéré. L'argent du vol a permis la corruption. Une justice indulgente pour ce pillard. Pour ce type de délit, la loi cambodgienne prévoit normalement de 5 mois à 6 ans d'emprisonnement. La loi est dure, mais rarement appliquée. Pour Shisopat, directeur de la police du patrimoine, la pilule est amère. La loi condamne, les peines condamnent parmi les pauvres. Et les riches, on ne peut pas condamner. C'est aussi simple que ça? Oui. Si l'auteur de l'argent, c'est-à-dire ça libéré. Ça libéré. Pourquoi? Je ne sais pas, c'est le problème du procureur et du tribunal.
Un policier accepte de nous présenter un autre pillard. Celui-ci a eu moins de chance ou moins d'argent. Multirécidiviste, il a effectué 7 mois de prison avant de rejoindre sa famille et une existence misérable, comme la plupart des villageois. Nous avons une vie médiocre. Quand nous avons entendu qu'on pouvait trouver des objets en fouillant dans la terre, nous avons fouillé jusqu'à avoir des problèmes. Nous avons été trompés. On nous a promis différentes sommes d'argent pour différents types d'objets, alors nous avons essayé d'en trouver. Et vous avez creusé où? Dans un temple. Vous avez dit qu'on vous a trompé. On vous donne combien d'habitude pour une statue? C'est selon l'humeur du trafiquant. On vous a convaincu en vous donnant combien? 7 ou 800 francs. Et en fait, J'ai rien reçu. qu'est-ce que vous aviez trouvé en creusant? Des statues sans bras ni jambes. Des statues de quoi? Des divinités en pierre. Mais qui sont ces gens qui viennent vous voir? Ce sont des gens qui viennent de loin, de l'ouest. Pourquoi la police a-t-elle su que vous alliez livrer une statue? Parce que l'intermédiaire était complice avec les policiers. C'est pour ça qu'un intermédiaire a pu prendre les objets et que je me suis fait arrêter. Les pillards visibles et parfois condamnés sont des villageois. Le menu fretin d'une police et d'une justice qui ne peut s'attaquer aux principaux responsables d'un pillage organisé et d'une toute autre ampleur. Dans l'histoire, il y a des militaires impliqués parmi les vols dans le site d'Angkor. Mais même en dehors du site d'Angkor, Ouais, il y a parfois aussi des grosses histoires. Oui. On ne peut pas. Ne gagne pas, oui. On ne peut pas rappeler. Pourquoi? Vous avez Non, peur? non. Je n'ai pas peur, mais ce sont des problèmes d'intérieur. Chez nous, c'est différent à vous. Oui. Il y a beaucoup des choses compliquées. C'est très compliqué. Vous voulez dire qu'on ne peut pas parler des militaires librement? On ne peut pas. Nous avons sollicité les autorités militaires, principaux instigateurs selon différentes sources d'un pillage de grande ampleur, fin de non-recevoir. Pourtant, devant une caserne, quelques soldats ont accepté de répondre, mais leurs propos restent prudents devant une caméra. On a entendu dire qu'il y avait des militaires qui volaient des statues, pas ceux de cette zone, mais des militaires d'autres zones, c'est vrai? Oui, j'en ai entendu parler aussi. Ce sont des militaires installés dans d'autres zones, par exemple ceux de la 2e région militaire, qui se trouvent loin là-bas, mais pas ici. Mais ce sont bien des gens en uniforme militaire. Parfois ce sont des civils, mais ils portent un uniforme militaire. Ils se déguisent. Ce ne sont pas de vrais militaires. Ce sont des civils déguisés. Des civils déguisés en militaires, difficile d'y croire, surtout quand les pillards disposent d'un équipement redoutable. Il y a quelques années, les gardiens de l'entrepôt des œuvres volées ont été les témoins d'une opération commando menée par des dizaines d'hommes armés. Bilan, un gardien tué. Ils ont commencé à tirer partout tout autour. Puis ils sont rentrés par la porte sud. Là, ils ont tiré à la roquette. À la roquette? Oui, à la roquette. Ils sont entrés par la porte du grand entrepôt. Ils ont tiré une roquette ici. Ils ont fait un trou. Les voleurs sont passés par là pour voler les statues. Leur objectif était de voler des statues conservées dans cet entrepôt. Mais pourquoi? Uniquement pour prendre ces objets et les vendre pour se faire de l'argent. Un homme assassiné, 21 statues dérobées. Les auteurs de ce raid n'ont jamais été condamnés. Dans le Cambodge de l'après-guerre, les militaires semblent encore agir en toute impunité, notamment en matière de pillage. Un militaire pris en flagrant délit n'est pas poursuivi. Pourquoi? Ça revient aux compétences des états-majors militaires. Vous voyez, ça, maintenant, notre chemin est coupé parce que nous sommes responsables dans le domaine de la culture. Mais
nous n'avons pas droit de porter plainte directement aux militaires qui sont coupables. L'État impuissant, comment la police du patrimoine pourrait-elle endiguer un tel trafic? Ce catalogue retrouvé chez un pillard permet d'en mesurer l'organisation. Édité en Thaïlande, il recense les pièces qui intéressent particulièrement les trafiquants. Parfois, il y a des commandes des acheteurs thaïlandais. Il a donné des photos et des livres aux auteurs khmer. Ce sont des écritures thaïlandais. Direction la Thaïlande. La filière se prolonge au-delà de la frontière. La Thaïlande est devenue la plaque tournante du trafic des antiquités volées. Maillon essentiel de cette filière, Ayutthaya, une ville renommée depuis des siècles pour sa population de sculpteurs. Des talents qui se mettent volontiers au service d'un art, la restauration des œuvres khmères volées. Les dégradations effacées, les objets reprennent une valeur considérable. Cet homme, en plein recueillement, n'est autre que le colonel Sanit Mipan, chef adjoint de la police d'Ayutthaya. Fin juin, ces hommes ont procédé à une saisie record, sa plus grosse affaire. 399 pièces presque toutes volées dans les temples khmers. Il y en avait ici et là, dans ce coin aussi. Ici, là-dedans, là-bas encore. C'était sous l'eau. Sous l'eau, pourquoi? Pour que les gens ne les voient pas. Arrêté pour recel d'œuvres volées, cet artisan sculpteur a été remis en liberté sous caution quelques jours plus tard. Ce spécialiste de la copie d'art khmer, une activité tolérée en Thaïlande, avait mis son savoir-faire au service des trafiquants. Il les a portées ici pour qu'elles soient restaurées par Suntorn à Ayutthaya. Parce que Suntorn à Ayutthaya, c'est le meilleur, vraiment le meilleur. Il touchait seulement 10% du prix environ, 5 à 10%. En ce qui concerne les œuvres d'art khmer ou bien thaïlandaises, je sais tout faire. N'importe quel style. Si vous avez l'original, je sais tout faire. Si le talent de Suntorn attirait les trafiquants, c'est son fils qui était en contact avec eux. J'ai essayé de les contacter pour qu'ils viennent récupérer leurs objets, mais ils ont disparu. J'ai essayé de les faire venir pour qu'ils déclarent qu'ils sont propriétaires de ces objets, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai leur numéro de téléphone. Je sais aussi où ils habitent. Ce sont des gens de Bangkok? Ils ne sont pas de Bangkok, ce sont des provinciaux. Ils sont d'Ayutthaya? Non, ils ne sont pas d'ici non plus. Ils viennent plutôt de Buriram ou de Surin. Des commanditaires qui préfèrent oublier la marchandise pour être certains de rester incognito. La filière est bien cloisonnée. Mais en matière de trafic d'art sacré, tous les chemins mènent à Bangkok. Une fois restaurées, elles sont envoyées à Bangkok, et puis de là vendues sur le marché international. Parce que Bangkok, c'est vraiment le centre de ce marché. Tous les objets saisis chez Suntorn sont là dans cette annexe. S'ils n'avaient pas été interceptés, c'était au minimum 10 millions de francs de marchandises qui partaient pour Bangkok. Bangkok, la capitale de la Thaïlande. Point d'arrivée et nouveau point de départ des antiquités à l'origine douteuse. Les moyens d'acheminement, camions, avions ou bateaux. La Thaïlande n'ayant pas signé la convention contre le trafic de biens culturels, les autorités ne sont pas obligées de saisir les pièces volées. De son côté, le Cambodge n'a pas les moyens de signaler efficacement tous les vols. Le trafic prospère d'autant plus facilement que les pièces importées frauduleusement peuvent se refaire une virginité en obtenant ici un certificat d'exportation. Au ministère de la Culture thaïlandais, les pièces sont expertisées. Si elles ne sont pas signalées volées, elles peuvent obtenir le fameux certificat. Une procédure, nous affirme-t-on, qui empêche les antiquités khmères d'origine douteuse de quitter la Thaïlande. Voilà le formulaire que doivent remplir les gens qui veulent exporter des antiquités vers un autre pays.
Il faut qu'ils le remplissent. Et il y a des photos où on vérifie s'il s'agit de copies ou d'originaux. Si on leur donne l'autorisation, on signe là. On leur donne un exemplaire pour l'aéroport pour montrer aux douaniers. Au-delà du discours officiel, nous avons voulu vérifier. Au complexe d'antiquaire de River City, où la police a saisi récemment 118 pièces non déclarées, plusieurs magasins présentent dans leurs vitrines de magnifiques antiquités khmères. Dans une de ces luxueuses boutiques, on nous explique l'art et la manière de contourner les formalités douanières. Nous présentant comme amateurs d'art khmer, nous nous renseignons sur l'achat d'une petite tête. C'est khmer, c'est authentique. D'où ça vient? C'est de la période d'Angkor Wat. Mais pas du site d'Angkor Wat. Non, ils l'ont trouvé en creusant la terre. En creusant? Oui, en creusant le sol. Qui ça? Des Cambodgiens? Oui, ils l'ont trouvé dans un temple, dans la jungle. Combien ça coûte? Celle-là, 13 000 francs. Je peux prendre ce genre de sculpture dans mes bagages? Pas de problème. C'est permis. Oui, bien sûr, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai entendu dire que les douanes thaïlandaises ne laissaient pas sortir les originaux. Oui, ce règlement, on le connaît. Mais on vous donne 2 factures. Sur la première facture, on déclare que c'est une reproduction. Et l'autre facture, pour vous, c'est un certificat tamponné qui vous garantit que c'est un original. Si vous avez un problème avec la douane thaïlandaise, vous pouvez montrer que c'est une reproduction, et non pas un original. Donc, pas de problème. Pièce authentique ou savante copie, nous ne serons jamais sûrs à 100% que notre pièce était vraiment un original. Mais c'est grâce à ce type de fraude et d'autres, comme le maquillage des pièces volées ou la substitution après contrôle, que les petites pièces passent la douane et entrent légalement aux États-Unis ou au Japon. Les contrôles y sont moins sévères que dans les autres pays riches. Le trafic de masse et les grosses pièces sortent sous une fausse appellation ou en fraude, cachées dans des containers. Face à ce trafic, le Cambodge n'est pas complètement abandonné. Plusieurs pays étrangers, dont la France, l'aident à protéger son patrimoine. Comme ici au Bapwon, sur le site d'Angkor, pierre par pierre, Français et Cambodgiens restaurent ce temple montagne, édifice dédié à Shiva, un des 3 dieux de l'hindouisme. Vous avez en face de vous le principe de restauration qui est un peu mieux illustré, avec donc le premier des 2 murs qui constituent le 2e étage et qui est déjà restauré. Et au-dessus, cet écran en béton armé sera totalement dissimulé par les structures originales du monument. Les architectes se livrent à un véritable puzzle. 300 000 pièces doivent être remontées. Dans 3 ans, le temple montagne devrait retrouver sa splendeur. Ne pas s'attacher à la restauration d'un aussi gros monument, aussi important historiquement, c'était bien évidemment laisser périr l'un des fleurons de l'architecture angkorienne, à 2 doigts du centre même d'Angkor, du cœur de la ville angkorienne. Un chantier coûteux que le Cambodge n'aurait jamais pu financer sans l'aide de la France, qui va verser une vingtaine de millions de francs. La modélisation est trop basse, il faut la remonter pour que cette gorge, ce canal, soit parfaitement dans l'alignement de celui-ci. C'est un travail de précision, malgré l'échelle du monument, c'est quand même, ça se joue toujours dans des mesures très précises. Les Cambodgiens, à la suite de la reconstruction de ce temple, seront capables de faire le même type de travaux? Ils en sont déjà capables. D'abord, il y a toute une hiérarchie d'ouvriers, du simple ouvrier au chef de chantier. Il y a également des archéologues qui travaillent avec nous, qui ont été diplômés de l'Université des Beaux-Arts de Phnom Penh, la section archéologie, qui ont déjà une large part de responsabilité dans l'encadrement général du chantier. L'éradication du trafic passe par un renforcement des moyens de surveillance et de répression des pillards aux collectionneurs étrangers. Le Cambodge doit surtout essayer de sortir de sa misère économique et sociale sur laquelle prospère le trafic. Même abîmées, ces anciennes divinités peuvent encore l'aider. Ce patrimoine fabuleux devrait générer un tourisme important. Les prévisions pour l'année prochaine permettent un certain optimisme. 200 000 visiteurs sont attendus en l'an 2000, le double dans quelques années. Alors peut-être
les dieux pourront pardonner le martyre des temples khmers et aider les Cambodgiens à redonner vie à leur pays meurtri.